À la une de l'actualité, des autorités militaires ivoiriennes et guinéennes ont échangé à la frontière entre leurs deux pays. Il a été question du règlement des litiges dans deux localités. Un cadre permanent de suivi a été créé à l'issue de la rencontre. Les députés ivoiriens ont été formés sur les textes de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. C'était au cours d'une rencontre initiée aujourd'hui par la société civile. À l'étranger, le nouveau Premier ministre sénégalais forme un gouvernement. Mohamed Dionne remplace depuis hier Aminata Touré à la tête du gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des responsables militaires ivoiriens et guinéens se sont rencontrés pour la troisième fois à Sipilou, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Au centre des échanges, le règlement des litiges en cours dans les localités de Sirana et de Péaba. Un code de conduite a été adopté à la fin des travaux, nous dit Abou Sanougou. Cette rencontre bilatérale s'est tenue en présence des généraux de brigade Gaoussou Soumaoro et Fodé Keïta, respectivement commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire et chef d'état-major de l'armée de terre de la République de Guinée. Objectif, le règlement des litiges en cours dans les localités de Sirana et de Péaba. En ce qui concerne la localité de Péaba, située en Côte d'Ivoire, il a été donné à la délégation ivoirienne de constater d'une part la présence du drapeau guinéen sur son sol et d'autre part l'inquiétude de confrontation intercommunautaire relative aux investissements fonciers réalisés par des Ivoiriens. Face à un possible regain de tension à la frontière ouest, la partie ivoirienne a recommandé que le drapeau guinéen ne soit plus implanté dans la localité de Péaba, déjà démilitarisée. Aussi, les deux parties s'accordent-elles à recommander une délimitation diligente de la frontière dans les deux localités par les autorités compétentes en charge. Les travaux ont permis l'adoption d'un code de conduite du soldat, du gendarme, de l'agent de police, des douanes et des eaux et forêts et la mise sur pied d'un cadre permanent du suivi et du contrôle de la sécurité à la frontière ivoiro-guinéenne. La prochaine rencontre est fixée au dimanche 16 novembre prochain à Lola, en République de Guinée. Le gouvernement ivoirien réconforte les populations sinistrées par les inondations dues aux pluies diluviennes. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a envoyé récemment une délégation dans le quartier de Kwamikro, un bidonville d'Abidjan, où il a fait des dons aux habitants. Michel Digri. Riviera 3, 9 kilos. Des matelas étalés sur les glissières de sécurité. Les propriétaires sont les habitants de Kwamikro, le quartier précaire d'en face. Bon, on a été inondé avant-hier. Nuit, l'eau a été montée jusqu'à 1,80 m, rentrée dans les chambres, cassé des maisons même. C'est là les matelas se trouvent là. Comme dedans est déjà sale, on ne sait pas où mettre. Donc là au moins c'est un peu propice. Donc on préfère le mettre là. Là au moins peut-être le vent va taper ou le soleil. Dans le quartier, les dégâts des pluies qui s'abattent sur la ville sont perceptibles. L'eau a laissé des traces tant dans les esprits que sur les logis. C'est ici que la limite de l'eau est arrivée. On n'est pas après on est sorti en Afrique par l'eau de. La raison de ces inondations à Kwamikro, ce caniveau qui n'arrive pas à contenir les eaux qui ruissellent. Nous avions vécu ici il y a plus de 40 ans, nous n'avons jamais eu d'inondation. L'eau quitte ailleurs pouvait nous inonder ici. L'eau vient en amont de l'autre côté des quartiers périphériques qui nous entourent. Puisque ces quartiers même, les gens construisent, ils n'ont même pas de canalisation, ils n'ont pas de caniveau, ils n'ont rien du tout. Donc l'eau quitte, l'eau vient nous inonder. Des vivres pour apporter un réconfort à ces familles sinistrées. Le don est du ministère de la Solidarité et de la Famille. Il faut avoir un comportement citoyen, éco-citoyen, pour faire en sorte que nos caniveaux servent à faire écouler les eaux de ruissellement et non les déchets. Étant donné que nous sommes devant les dégâts, Madame le ministre nous a instruit de venir apporter ces dons à ces familles sinistrées. Les habitants de Kwamikro, pour l'heure, n'ont qu'une seule prière, le retour du soleil pour sécher leurs lames, matelas et autres vêtements. D'ici là, leurs animaux de compagnie, aussi affectés par la pluie, se réchauffent comme ils le peuvent, en attendant des jours plus ensoleillés. Et pour venir à bout des cas d'inondation et d'éboulement de terrain, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, procède depuis peu à des actions de drainage et de curage des ouvrages d'assainissement.
Des actions menées dans toutes les communes d'Abidjan. Comment se passent les travaux? Quel est le sort réservé aux personnes qui vont être bientôt déguerpies des sites à risque? Quelles sont les actions menées par le gouvernement dans ce cadre? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce grand format proposé par Ben Touré et dont le commentaire est signé Hamza Diaby. Ces coups de pelle de la machine à chenilles dans les eaux du bassin tampon sur la corniche, non loin du lycée technique. Le bétonnage des caniveaux de la Riviera de Sogefia pour prévenir d'éventuelles inondations. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est à pied d'œuvre pour lutter de façon urgente contre les inondations causées par les pluies dans la capitale économique ivoirienne. C'est parce que les eaux ne sont pas canalisées qu'aux sorties de l'ouvrage, ils s'éparpillent et donc créent des inondations. Des actions de ce genre ont lieu simultanément dans toutes les 13 communes du district d'Abidjan. Zoom sur les sites critiques. D'abord, le carrefour de l'Indénié où l'ONAD procède actuellement à la maintenance des ouvrages. Lorsqu'il pleut, la pluie charrie les sables et les ordures qui viennent boucher les bassins qui étaient prévus pour retenir un volume d'eau. Donc lorsque ce volume-là est rempli par du sable, l'eau ne pouvant plus rester, déborde pour aller sur la route. Il y a quelques jours, ici à la Riviera 3, l'eau de ruissellement avait atteint une hauteur d'1,50 m. Il fallait agir et vite pour venir en aide aux riverains, contraints d'abandonner leur maison. Sur le site de part et d'autre de la route, il y a des caniveaux qui existent, mais les commerces qui sont installés au bord de la voie ont coulé des dalles sur ces caniveaux-là, de sorte que l'eau de ruissellement, quand elle arrive, n'avait pas d'ouverture pour entrer dans les caniveaux. Autre lieu critique, l'autoroute du Nord, la baie du Banco. Ici, la grande pluie rendait difficile toute circulation. Des automobilistes s'en souviennent. On était à la voiture complètement et on poussait la voiture et vous traversez. Maintenant, pour les piétons, on s'attrapait, voilà, et puis on passait. Les travaux en ce lieu ont consisté à désensabler et à déboucher les dallots pour éviter que l'histoire ne se répète. Il y a des canaux qui drainent les eaux depuis l'amont et qui viennent traverser l'autoroute à travers des dallots pour que les eaux débouchent à l'exutoire en lagune. Donc tous ces ouvrages-là étaient bouchés, ensablés. Les actions de curage et de drainage des ouvrages d'assainissement soulagent cette partie de la population qui n'a que trop souffert des affres, des averses. Je pense que ces travaux-là sont vraiment bienvenus. Parce qu'avec cette saison de pluie-là, quand il commence à pleuvoir, l'eau monte jusqu'au niveau des genoux. Je pense que c'est une très bonne chose parce que dans la mesure où ça va permettre aux riverains de vivre beaucoup plus à l'aise. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'urgence dénommé Travaux pré-saison, doté d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Une dizaine d'entreprises sélectionnées par appel d'offres disposent d'un délai d'une quinzaine de jours, voire d'un mois pour évacuer les eaux qui sont dans les rues et surtout à éviter de prochaines inondations. Nous avons confié les travaux de curage des ouvrages au niveau du Banco à une entreprise. Ensuite, à l'Indénié, nous avons confié les travaux de curage des bassins tampons et puis des collecteurs situés en aval et en amont de ces bassins. Là, nous avons confié ces travaux à 3 entreprises. À Bonoumé, nous avons procédé à des opérations de démolition, de dégagement des emprises. En dehors des actions de curage et de drainage conduites par l'ONAD, d'autres types d'actions ont été menées par le ministère en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Le grand projet BAD qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter les bassins d'orage. Vous avez dans la partie d'Oku Est et d'Oku Ouest où des grands bassins d'orage et les barrages écrêteurs méritaient d'être réhabilités. Tous ces travaux ont été engagés concomitamment. Tous les travaux enclenchés pour prévenir les inondations vont se poursuivre, assure le ministre Mamadou Sanogo. Il lance toutefois un appel aux populations vivant sur les sites à risque, vivement qu'elles quittent ces lieux. Elles ne seront pas laissées pour compte. Nous allons procéder à une démolition de ces sites à risque. L'État a décidé de rechercher près de 850 hectares et les populations vont être orientées vers ces sites. Quant aux propriétaires de maisons dans ces quartiers précaires, eux sont dans le viseur de la justice. Pendant que les propriétaires habitent des quartiers de bon standing, ils vont réaliser ces bâtiments dans les bas-fonds et tous les mois, ils vont récupérer des loyers. Il y a aussi des propriétaires terriens, soi-disant, qui vont aussi
encaisser de l'argent au motif que la terre dans ces bas-fonds est louée. Ils n'ont pas le droit de réaliser des bâtiments là. 23 morts et des dégâts matériels considérables non encore évalués pour cette saison des pluies. Le gouvernement a déjà exprimé sa compassion aux familles de victimes en faisant don d'une enveloppe de 23 millions de francs CFA. Il invite cependant les populations à un comportement responsable en évitant par exemple de construire sur les canaux d'évacuation d'eau et de transformer les caniveaux en dépotoirs. Les masses d'eau qui viennent de Bonoumen, qui sont censées être drainées jusqu'à l'arrière de l'hôtel du Golfe, se sont retrouvés sur le boulevard Mitterrand simplement parce que nos concitoyens n'ont pas été disciplinés. Le gouvernement reste aux côtés des populations. Pour les éventuels cas de sinistre, 2 lignes vertes sont ouvertes, le 48 60 39 99 et le 59 42 37 35. Les députés ivoiriens viennent d'être sensibilisés au texte sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Ils ont pu renforcer leur capacité sur la question ce lundi au Novotel d'Abidjan. À travers cette rencontre qu'elle a initiée, la société civile entendait permettre aux parlementaires de mieux s'imprégner du protocole et des textes additionnels. La Côte d'Ivoire, à l'instar des 163 autres pays membres, a célébré le 125e anniversaire de l'Union interparlementaire. C'était l'occasion pour les députés ivoiriens de faire le bilan de leurs activités dans l'Union. Créée en 1889, l'UIP est la première organisation internationale à caractère politique au service de la coopération entre les parlements du monde. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu aujourd'hui l'ensemble des membres de l'opposition ivoirienne. Une rencontre initiée à la demande du Front populaire ivoirien. Il a été notamment question de la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et nous poursuivons avec la politique. L'USD, l'Union des sociaux-démocrates, revient sur la scène politique ivoirienne après plus de 14 ans d'absence. Ce parti a tenu aujourd'hui son premier congrès extraordinaire à l'hôtel communal à Cocody. La rencontre s'est tenue en présence de représentants de plusieurs autres partis politiques, dont le Front populaire ivoirien. Et les travaux de ce congrès, qui va s'étendre sur 2 jours, visent à redynamiser le parti. Suivez ce reportage. L'USD, l'Union des sociaux-démocrates, signe son retour sur la scène politique nationale après une absence de près de 14 ans due à certaines difficultés qu'a connues ce parti, fondé en 1990 par feu Bernard Zadi-Zaourou. Notre parti, en effet, a traversé des moments difficiles. Ceux-ci ont contribué à le rendre aphone, voire absent du débat politique. Avec les lourds handicaps hérité de la crise post-électorale, l'USD a effectué patiemment, délicatement, intelligemment une reconquête minutieuse et méthodique du terrain et est aujourd'hui positionné dans la plupart des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, ce qui était un rêve il y a seulement 3 ans. Le premier congrès extraordinaire de l'USD est l'occasion pour ce parti de relancer ses activités et remobiliser ses militants. Un processus entrepris en mars 2012 à travers la mise en place d'un comité de redynamisation. Il s'agit pour nous de faire le point de l'effectif des militants que nous avons. Ensuite, faire la relecture de nos tests fondamentaux, faire le repositionnement idéologique de notre parti et enfin redynamiser notre parti par le renouvellement de ses instances. Les travaux de ce premier congrès extraordinaire de l'Union des sociaux-démocrates sont bien accueillis par les militants. Ce congrès-là va permettre à l'USD de prendre son envol, comme le montre un peu son logo. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de ce parti-là. Les travaux du premier congrès extraordinaire de l'USD vont durer 2 jours. Le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, a effectué récemment une tournée dans les villes de Lakota et Diokwe. Albert Mabry-Touakeus a échangé avec ses militants, notamment les secrétaires de section, sur les nouvelles stratégies de mobilisation et le soutien à la candidature unique du président de la République au RHDP. Mamadou Kouassi.
Le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, à la rencontre de sa base, Albert Mabry-Touaqueusse dit se rapprocher de ses militants afin de comprendre leurs préoccupations et surtout leur passer le message du parti. La ville de Lakota a été la première étape de cette tournée qui le conduira dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Ici, le message à ses militants est clair. Restez mobilisés, continuez les campagnes de sensibilisation afin de faire adhérer le maximum de militants au parti Arc-en-Ciel. Il a demandé au cours de sa rencontre avec les secrétaires de section de la région du Logui-Bois de tout mettre en œuvre pour que l'UDPCI triomphe dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Albert Mabry-Touaqueusse a saisi l'occasion pour inviter ses militants à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, une candidature qu'il veut unique au sein du RHDP en 2015. À Djouekoué, comme dans les autres localités où il a rencontré les secrétaires de section, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a demandé de cultiver l'unité et la fraternité, afin que l'UDPCI joue le premier rôle sur l'échiquier politique national. Message bien perçu par le secrétariat régional du Guémont, qui a mis à la disposition du parti Arc-en-Ciel un siège tout équipé. 13 pays africains prennent part à une rencontre sur l'évaluation et le suivi de l'exécution des projets de développement. C'est une initiative du Centre africain de management en collaboration avec la Banque arabe pour le développement. Ce conclave vise à développer les capacités scientifiques et techniques des responsables de projets dans le domaine de leur évaluation et du suivi de leur exécution. Les responsables de projets, les conseillers techniques et les techniciens en matière de planification ont besoin de renforcer leurs capacités pour répondre aux enjeux du développement du continent. Ce séminaire international vise à leur donner les outils nécessaires dans le domaine de l'évaluation et du suivi de l'exécution des projets. Il est organisé à l'initiative du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, en collaboration avec la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. En termes de cycle de vie de projet, il faut concevoir, il faut avoir l'idée de projet, il faut élaborer, planifier, faire les analyses économiques et financières et en mettant en œuvre, il faut évaluer au fur et à mesure, suivre l'exécution de ces projets-là. C'est une étape cruciale de la mise en œuvre des projets et c'est à travers cette étape-là qu'on parvient aux résultats qui vont permettre de lutter contre la pauvreté. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabry-Touaqueusse, a souligné l'importance de la formation des cadres du développement. Personne ne gagnera seul. C'est en équipe que nous allons gagner. C'est en équipe que l'Afrique doit gagner. D'où la nécessité de mieux former nos ressources humaines, d'adapter les formations aux besoins et de faire en sorte que dans la stratégie, justement, la forte population jeune que nous avons soit bénéfique pour nous, que ce ne soit pas une implosion démographique, mais que nous atteignions le dividende démographique. 24 participants venus de 13 pays francophones prennent part à ce séminaire international sur l'évaluation et le suivi des projets. Il s'achève le 18 juillet prochain. Comment aboutir à une véritable sécurité humaine à travers la mise en place de stratégies efficaces de prévention de toute forme d'instabilité institutionnelle? Cette question était au centre d'une rencontre organisée ce lundi par l'Alliance des initiatives africaines pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Cette formation de 4 jours a regroupé des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant pour la paix. Grâce Kondo. L'Alliance des initiatives pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest veut contribuer au processus de paix. Elle vient donc d'initier une formation autour du thème « Stabilité institutionnelle et sécurité humaine ». Pour les femmes juristes, la Côte d'Ivoire connaît une stabilité économique, mais le climat politique et social reste marqué par la méfiance. Alors, pour ressouder le tissu social, elle mise sur la sensibilisation. Cette formation a pour objectif d'imprégner les membres de la société civile, de leur faire comprendre leur rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'on s'est rendu compte depuis 1990, s'agissant de la Côte d'Ivoire principalement, il y a une alternance politique qui se développe, qui se déroule dans la violence et dans la douleur. Prennent part à cette formation des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant dans le domaine de la paix. Cet atelier est une opportunité que chacun de nous va mettre à profit, parce que la sécurité humaine est une question de tous, c'est une question, aussi bien une question ivoirienne,
mais aussi une question sous-régionale. La sécurité humaine qui est une sécurité qui touche l'homme dans son entièreté, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans son alimentation et tout. Donc c'est vraiment une formation qui est la bienvenue. Cette formation sur la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine dure 4 jours. À thème, un plan d'action pays sera élaboré. La succession à la tête du canton Akoué divise les chefs traditionnels. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les a rencontrés lors de son dernier séjour à Yamoussoukro. Ahmed Bakayoko a demandé aux chefs traditionnels de se fier à la tradition qui autorise le gouverneur Augustin Thiam à hériter du trône. Sylvie Touré. On devient chef du canton Akoué parce qu'on est le fils ou le descendant mâle d'une des sœurs du défunt chef. Ce dernier est choisi dans la famille Boigny, une règle de succession matrilinéaire en vigueur depuis le temps colonial qui aujourd'hui divise le canton Akoué. Les chefs traditionnels du canton, garants de la tradition, sont inquiets devant ce qu'ils qualifient de tentative de coup d'État traditionnel, une préoccupation qu'ils ont tenu à exprimer au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après le décès de Yablé Kouadia, on a décidé que ce soit Augustin Thiam qui soit celui qui l'assure, et donc de manière tacite le chef du canton après les obsèques. S'il a fait la cuin, c'est lui qui est appelé à être le chef du canton. Et il faudrait aussi que je le signale. La cuin, quand on prend ton nom pour le faire, si ce n'est pas le sang, tu meurs, on t'enterre même avant que celui qui est mort pour lequel on fait la cuin. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, la règle est claire et connue de tous. Pas question donc de tordre le cou à la tradition. Parlez à vos collègues qui s'amusent à ces jeux-là. Parce qu'ils s'amusent à ces jeux, ça ne va pas prospérer. Dans le point de vue du président, dans le point de vue du ministre de l'Intérieur, et c'est clair et c'est net. Même s'il y a des problèmes ailleurs, mais ce n'est pas ces problèmes-là qui vont jouer sur quelque chose dont vous avez dit qu'elle est de fait de naissance. Et puis vous avez parlé de la Chouin. Nous-mêmes qui ne sommes pas à Caen, on connaît la Chouin. C'est comme un passage, mais sacré. S'il n'y a pas de lien sacré là, tu ne passes pas. Non. Tu n'en sors pas vivant. Donc, même ceux qui n'ont pas fait ça, c'est eux qui veulent devenir chefs en sautant les préceptes qui sont, depuis des millénaires, la force de votre peuple. En termes plus clairs, le docteur Augustin Thiam, gouverneur du district de Yamoussoukro, doit donc hériter du trône des Akoué, car désigné par la chefferie, conformément au mode de succession en vigueur dans le canton. Le ministre Ahmed Bakayoko exhorte les chefs traditionnels à l'union autour de leur chef. Après Yamoussoukro, direction Bouaké, où on s'intéresse à l'inauguration de la mosquée Salam avec nos confrères de RTI Bouaké. La liste des édifices religieux musulmans s'allonge à Bouaké. En effet, la communauté musulmane du quartier Kamounoukro, secteur habitat de la Caisse, vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée. La mosquée Salam, une initiative de l'imam Kone Yaya qui a financé les travaux de construction sur fonds propres avec le soutien de ses coreligionnaires. La cérémonie d'inauguration de cette maison des dieux a enregistré la présence des autorités politiques, religieuses et des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux fidèles. L'ouverture d'une nouvelle mosquée, c'est une leçon pour nous, pour dire que nous devons nous entendre, nous devons aller de l'avant. Nous disons merci à Dieu et prions Dieu pour que l'imam qui vient d'être assis, Dieu lui accorde longue vie, la santé dans le prolongement de son travail. Je l'appelle tous les musulmans et de travailler au nom de Dieu, à cause de Dieu, à cause de leurs derniers jours. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il ne faut pas regarder l'intérêt, il ne faut pas regarder l'argent. Les intervenants ont salué l'initiative qui permet aux musulmans non seulement de faire la promotion de l'islam, mais surtout de les rapprocher du tout miséricordieux Allah en ce début du mois du Ramadan. Ils ont prôné la cohésion sociale, la paix, l'entente et la fraternité, fondement de la religion musulmane. La mosquée Salam a abrité sa première prière le vendredi dernier, officiée par l'imam Bamadou Sanogo. La mosquée Salam, dont les travaux ont débuté en 2011, a une capacité d'accueil de 1000 places. La construction a coûté 40 millions de francs CFA. Hors de nos frontières, le Sénégal a depuis hier un nouveau Premier ministre.
Mohamed Dione, un technocrate de 54 ans, a été nommé à la tête du gouvernement par le président Macky Sall en remplacement d'Aminata Touré et il vient de former son gouvernement. Le Sénégal s'est doté dimanche soir d'un nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Dione. Il est le troisième nommé par le président Macky Sall au pouvoir depuis un peu moins de 3 ans. Cette nomination intervient après le limogeage vendredi dernier d'Aminata Touré au lendemain d'une défaite aux élections municipales et départementales à Dakar. Réputé proche du président Macky Sall, le nouveau Premier ministre s'est entouré d'une équipe de 39 membres. Mohamed Dione a dès sa nomination appelé son gouvernement à se mettre au travail. Le chef de l'État m'a donné et a donné au gouvernement de la République une feuille de route qui peut se décliner en 2 mots: au travail. Pour les opposants, ce changement de gouvernement est un non-événement. Pour le parti Réumi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, le véritable problème, c'est le président lui-même. Est-ce qu'il faut maintenant ne pas s'orienter et s'intéresser sur la politique même du président de la République que ces premiers ministres doivent exécuter? Parce que nous l'avons constaté, nous avons eu un technocrate, ensuite un politique, ça n'a pas donné de résultat. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème de vision, qu'il y a un problème de démarche. Ce lundi, la formation du nouveau gouvernement est à la une de tous les quotidiens de la place. Dans les rues de Dakar, le sujet est également abordé. Tout le monde souhaite que l'on tourne la page des élections pour que le gouvernement prenne en compte le quotidien des citoyens. On n'a pas de travail, les denrées sont chères et tout ça. 23 ministres du gouvernement sortant conservent leur poste. Mais l'on note tout de même le départ de l'écologiste Haïdar El Ali, ex-ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Revenons en Côte d'Ivoire en musique, où le Conservatoire national de musique a organisé récemment son traditionnel concert de fin d'année. Il a pour thème « Voyage autour de l'Afrique ». Les élèves musiciens ont fait montre de leur talent à travers la maîtrise des instruments. Serge Coléa. Au Conservatoire national de musique, le talent n'a pas d'âge. Il s'exprime à l'état pur. Ces jeunes virtuoses ont appris leurs leçons. Ils savent désormais le langage des instruments, l'harmonie des notes et la conjugaison des sons. Et cette parfaite maîtrise de leur art par les élèves musiciens constitue tout le charme du concert annuel du Conservatoire national de musique. Au Conservatoire national de musique, nous venons pour apprendre la musique, pour lire la musique, pour l'écrire, voilà, et la sentir en fait. Voilà, c'est vraiment la musique sous toute sa forme, sous toutes ses composantes que nous pratiquons ici. Dénommé Métissage et à sa 6e édition, ce spectacle est un voyage autour de l'Afrique. Le thème, l'oubli contre la culture de la mémoire, amène les jeunes apprenants à revisiter le répertoire négro-africain des belles épopées musicales. Piano et violon se complètent harmonieusement avec balafon, koura et djembé pour donner un métissage réussi. De voir qu'il y a des Ivoiriens qui savent jouer au violon, qui peuvent jouer du piano, c'est une chose formidable. Par rapport au registre, les enfants ont entamé ce soir, c'était du volume, c'était du fait, c'était du bon travail. Ils sont encore à l'école de musique, la relève est déjà assurée. Ce concert du Conservatoire national de musique donne tout simplement l'occasion à ces artistes d'étaler toute leur maîtrise de l'art musical après une année de dur labeur à l'École nationale de musique. Et un mot
mot de sport avant de nous séparer. Sachez que les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil vont se dérouler demain mardi 8 et le mercredi 9 juillet. Elles opposeront dans un premier temps le Brésil et l'Allemagne et par la suite les Pays-Bas et l'Argentine. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.